Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Bonjour à toutes et à tous. Notre podcast aujourd'hui est consacré à la question du devoir et il s'inscrit dans une suite de réflexions qui seront consacrées à l'éthique, raison pour laquelle la précédente capsule consacrée à cette notion portait sur la définition du bien. Mais aujourd'hui, partons de la notion de devoir elle-même, le devoir, comment le définir, sans lui substituer simplement des synonymes tels que obligation. Ce qui serait un peu court et ne nous dirait pas grand-chose. Encore une fois, définir, ce n'est pas simplement donner des synonymes, c'est saisir le propre d'une chose ou d'une notion en la comparant par des jeux de contraste et d'opposition. Alors l'opposition que je propose de mobiliser ici, c'est celle du désir et de la volonté. D'un côté, le devoir est l'obstacle que nous opposons à l'obstination du désir. Et de l'autre, il est l'objectif impératif que s'impose une volonté. La question est de savoir d'où le devoir, s'il n'est pas un simple mot, tire sa force. D'où lui vient sa force motivationnelle, son pouvoir de nous mettre en mouvement, de nous freiner, de freiner nos désirs, ou au contraire de motiver, d'engager notre volonté. D'où lui vient sa légitimité. Je crois qu'il y a deux réponses possibles à cette question. D'un côté, le devoir peut tirer sa force motivationnelle de la nature à laquelle nous appartenons et à laquelle il est souhaitable de s'accorder pour être enfin heureux. Cette perspective, c'est celle de la philosophie grecque en général et du stoïcisme en particulier, qui nous dit que nous avons des devoirs, que pour être heureux, il faut faire certaines choses. Il convient de faire certaines choses, tandis que d'autres ne conviennent pas. Ce souhaitable, ce qui convient, pour le dire en grec, ce qui convient à ce but du bonheur, en grec et chez des stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle en particulier, c'est ce qu'on appelle le katékon, et qu'on va traduire par devoir. Katékon en grec ancien, au pluriel katékonta, c'est un concept stoïcien de Zénon de Citium. On le traduit par action appropriée, action convenable, action convenant. Convenant à quoi? Convenant à la nature en vue d'être heureux, car celui qui s'accorde à la nature sera heureux. Tel est le projet, en tout cas, d'une philosophie telle que le stoïcisme. Chez Cicéron, un stoïcien de langue latine, le concept sera traduit par officium. Et Cicéron est d'ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Des devoirs et que nous avons déjà cité dans une capsule consacrée à la justice. L'ouvrage de Cicéron Des devoirs n'est pas un grand texte par son originalité, mais il résume et représente parfaitement la conception stoïcienne de la morale, fondée sur la vertu, encore un mot qui nous parle de la force, parce que vertu dérive d'un mot latin qui renvoie à la force de faire ce que nous devons pour être heureux. Chez Sénèque, on trouvera le terme convenientia, mais le sens est toujours exactement le même. Convenientia va pouvoir être traduit par devoir, car la convenance, c'est ce qu'il convient de faire au sens de ce que nous devons faire pour être heureux. Donc, première réponse, c'est dans ce rapport à la nature que le sage trouve la force de faire son devoir. Il a le souci de se mettre en harmonie avec la nature, de vivre homologumenos te phusei, comme disent les stoïciens, en harmonie avec la nature. Mais la deuxième raison de faire son devoir, la deuxième force qui peut nous donner la motivation de faire ceci plutôt que cela, eh bien c'est la culture. Alors que faut-il entendre par culture? Un ensemble d'habitudes acquises, qui nous ont cultivés, qui nous ont forgés, qui nous transforment. Cela signifie donc que le devoir peut être fixé
de manière conventionnelle, arbitraire, par la société, par une société donnée, dans des conditions circonstancielles et pour des raisons qui sont donc variables d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Ce constat d'une diversité presque infinie des devoirs, des morales en fonction des cultures des différents pays, est un tel lieu commun, est une observation d'une telle évidence qu'on a fini par douter qu'il puisse exister des devoirs universels et donc une morale universelle, une justice capable de valoir pour tous. Mais la méthode du comparatisme en philosophie, fondée sur l'observation des différentes cultures, permet de déterminer qu'il existe effectivement un devoir universel, un devoir invariant. Ce devoir universel, c'est ce qu'on appelle la règle d'or de la morale universelle. Universelle parce qu'on la trouve dans toutes les cultures. On la trouve en Inde dans le Mahabharata et dans les sutras bouddhiques, on la trouve dans la Bible. Je pense par exemple au livre de Tobit, chapitre 4, verset 15, « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». C'est une formule qu'on trouve aussi formulée en chinois. « Ji suo bu yu wu she yu ren » comme on dit en chinois, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ne le fais pas aux autres. On ne peut pas soupçonner les Chinois d'avoir plagié les rédacteurs de la Bible qui l'ont écrite à l'autre bout du monde. Donc on peut en conclure qu'il existe, en dépit des variations culturelles, de la diversité des cultures à la surface de la Terre, une humanité commune et que les différentes cultures ne sont donc finalement que la déclinaison indéfinie d'une même vérité morale inscrite au fond du cœur humain par la nature. On pourrait même aller plus loin en considérant que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est la conscience de ce devoir fondamental motivé par la conscience de notre humanité commune, par la conscience de notre identité foncière de nature. Nous sommes donc invités à dépasser le relativisme. La règle d'or, du moins, est un argument en faveur de ce dépassement du relativisme, puisque pour elle, il y a un principe, la règle d'or est ce principe invariant, humain, universel, décliné diversement selon les cultures, mais exprimé dans toutes les cultures, mutatis mutandis, c'est-à-dire à des variations linguistiques et culturelles près. Cela ne nous empêche pas de prendre conscience que d'une culture à l'autre, les critères définitionnels de l'humain peuvent varier et que ce principe universel peut être rendu méconnaissable par des bizarreries circonstancielles. Je pense par exemple au racisme de Kant, je pense par exemple à tous les arguments qui ont fondé le colonialisme et l'impérialisme européen au cours du 19e et du 20e siècle. Ce sont des objections partielles, puisqu'on verra que même chez Kant, je veux dire en dépit de son racisme, on va néanmoins trouver une traduction particulière de cette règle d'or, une traduction technique, philosophique, qui est ce qu'on appelle la morale transcendantale de Kant. Je vous retrouve une prochaine fois pour en parler. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle capsule des clés de la philo. Bonne méditation!